à utiliser la messagerie instantanée. Nous tâcherons de répondre au fil de l'eau de vos réactions, si c'est possible, et puis si nous aurons aussi du temps pour prendre peut-être vos questions à l'oral ou bien celles postées dans le chat ou vous inviter à reformuler vos questions. C'est une présentation qui se fera en 3 parties, donc vous aurez 3 occasions d'échanger avec nous, poser vos questions et de réagir. Voilà, les règles étant maintenant posées, donc bienvenue au 5e webinaire du SIDA sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments communaux. Et je vais vous inviter aussi à présenter donc, les élus références au webinaire, qui sont donc Raymond Charbonnier, président du CIDELA, Maurice Bouillet, 6e vice-présidente du CIDELA, maire de la Boissière-du-Doré, et qui se fera l'introduction de ce webinaire tout à l'heure, et puis Frédéric Dumay, qui est premier vice-président du CIDELA. Maurice Bouillet, donc je vais vous inviter à introduire le webinaire. Vous êtes président de la commission maîtrise de l'énergie. C'est à vous. Merci bien sûr de nous rejoindre sur ce 5e webinaire maîtrise de l'énergie dans nos bâtiments communaux. Vous êtes assez nombreux derrière dans vos mairies ou chez vous à nous regarder fidèlement. Aujourd'hui donc concernant la maîtrise de l'énergie, en petite introduction, la maîtrise de l'énergie, c'est pas quelque chose de nouveau. La maîtrise, la demande en énergie, c'est une expression qui recouvre un ensemble de choses pas très bien définies. Plus concrètement, avoir un usage raisonné de l'énergie, voire mieux, réduire sa consommation d'énergie, c'est un sujet dont on a commencé à entendre parler lors du premier choc pétrolier il y a à peu près 50 ans. On fait souvent l'amalgame énergie-électricité, mais dans un bâtiment, on consomme bien sûr de l'électricité pour les usages spécifiques, mais aussi de l'énergie de chauffage. Cela peut être de l'électricité, bien entendu, du gaz de réseau, du gaz en citerne, du fioul ou encore du bois. Depuis le choc pétrolier, pour la part électricité et gaz de réseau, la notion de maîtrise de la demande en énergie faisait partie des missions de services publics confiées à EDF, JDF, permettre aux usagers de maîtriser leur facture. On en retrouve d'ailleurs mention dans le contrat de concession entre le CIDELA et EDF, signé en 1994. À ce titre, le CIDELA, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, a aussi un rôle d'accompagnement des usagers à leur maîtrise de la consommation d'énergie. Durant tout ce temps, cela a été suivi de différentes réglementations thermiques, les RT 2012 et ainsi de suite, et d'évolutions techniques qui ont conduit progressivement, dans les bâtiments d'habitation ou tertiaires, à être un peu moins énergivores, pour le chauffage à minima. Néanmoins, la France aujourd'hui est toujours composée de plus de 50% de bâtiments datant d'avant 1975. Et dans les faits, avec des énergies relativement accessibles, nos consommations n'ont pas vraiment cessé d'augmenter, en tout cas plus vite que nos efforts, et mettre en œuvre des actions d'efficacité ou encore à rénover des bâtiments. Donc aujourd'hui, nous faisons donc face à 3 enjeux qui nous poussent à agir bien plus fortement pour réduire nos consommations d'énergie. Premier enjeu est la réduction des marges financières dans nos communes. L'énergie est un poste important et de plus en plus dans nos budgets communaux, avec l'augmentation du coût de l'énergie et, le cas échéant, l'augmentation de nos consommations. Le parc, notamment, on pourrait dire que le parc éclairage public augmente avec notre population. Donc, et automatiquement, des énergies qui augmentent, une énergie qui augmente. La deuxième enjeu, la nouvelle obligation réglementaire se pose aux collectivités, dont vous en avez peut-être entendu parler, je suppose, dans vos collectivités, le fameux décret tertiaire, qui fixe des objectifs très ambitieux de réduction de consommation pour les bâtiments supérieurs à 1000 m².
mais on peut s'attendre à qu'on descende en surface et qu'on ait des bâtiments, qu'on nous impose la même réglementation pour des bâtiments de moins de 500 mètres carrés. Avec donc une cible pour 2030 à 40% d'économie et allant jusqu'à 60% d'économie allant, et il faudra atteindre en 2050. Par rapport donc à cette année référence qui est de 2010. Cet objectif, nous pourrons être atteints qu'avec des plans d'action très ambitieux et suivis et un suivi qui s'inscrit durablement. Le troisième enjeu, c'est la croissance de conscience de nos concitoyens aux enjeux de la transition énergétique. Celle-ci fixe, et particulièrement nous, les élus, un impératif d'exemplarité dans les collectivités à consommer moins d'énergie et aussi de plus en plus à consommer mieux et durablement. En effet, le premier poste que tout le monde constate en ce qui concerne sa consommation d'énergie, c'est la facture. Le sujet est abordé modestement dans la troisième partie de ce webinaire, centré sur le sujet économie d'énergie, mais le premier centre de coût à maîtriser, c'est évidemment le coût unitaire du kilowattheure. Avec la libération du marché de l'énergie, c'est-à-dire qu'EDF, GDF n'étant plus les seuls fournisseurs d'électricité et de gaz, les collectivités se sont retrouvées à devoir passer par le mécanisme de commande publique pour gérer leur approvisionnement énergétique en électricité et gaz. L'idée d'un groupement de commandes est alors arrivée naturellement comme moyen de mutualisation des acheteurs publics pour contribuer à maîtriser les prix. C'est pourquoi le CIDELA, dès 2015, a proposé les premiers groupements d'achat d'électricité et de gaz. Au-delà de la mutualisation de l'ingénierie d'achat, l'achat en groupe a permis également, grâce à l'effet de volume, à contribuer à faire baisser le prix pour tous. Quoi qu'il en soit, avec l'augmentation régulière du prix de l'énergie et avec la libération croissante de secteurs, les mécanismes d'achat d'énergie se sont complexifiés. Pour les plus de 210 adhérents des marchés, le CIDELA assure aujourd'hui le suivi hebdomadaire du marché pour approvisionner au meilleur prix une part des volumes d'énergie à fournir aux adhérents sur les 3 ans des marchés. C'est à peu près tout. Merci. Merci, Maurice Bouguier. Donc, juste un petit point pour vous rappeler que ce webinaire fait partie d'un cycle de 8 webinaires et qu'il s'agit du 5e. Et vous en aurez 3 autres qui vont suivre le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque, le 19 mars sur la mobilité durable et le 26 mars sur la méthanisation et les réseaux de gaz. Bien, je vous présente donc les intervenants qui vont se succéder ce matin pour ce webinaire, pour animer ce webinaire. Julien Pourrer, chargé de maîtrise d'énergie pour les collectivités, qui va inaugurer, voilà, la première partie plutôt contexte sur la rénovation énergétique dans les bâtiments. De quoi parle-t-on? Deuxième partie, ce sera Thibaut Cesbron, qui est également chargé de mission maîtrise d'énergie, qui nous parlera plutôt du déroulé du projet et quelle est la situation, la démarche en fait idéale à adopter pour mener à bien ces projets de rénovation énergétique dans les bâtiments. Et en dernier lieu, donc en partie 3, Amine Chantal, chargée de programme rénovation énergétique, et qui présentera un peu en synthèse les différents dispositifs que CIDELA met en œuvre et propose. Voilà, vous aurez donc une vision complète de la question. Et bien, sans plus attendre, j'invite donc Julien Pourrer à partir pour la part, à nous présenter sa partie 1 sur la rénovation énergétique du patrimoine. Bonjour à tous, merci de votre écoute. On va commencer d'abord sur une partie contexte et enjeux. Donc, à savoir que la maîtrise de l'énergie rentre en interaction avec plusieurs facteurs, comme notamment le confort, la gestion du patrimoine, le contexte législatif, l'économie et l'environnement. Quelques chiffres également importants.
Aujourd'hui, selon l'INSEE, il faut 40 milliards d'euros par an pour réhabiliter le patrimoine des collectivités. Et 80%, c'est 80% des dépenses d'investissement des administrations publiques, et c'est entre 40 et 50% des investissements qu'ils ont consacrés pour des équipements neufs. De plus, il y a doublement depuis 1982 de la surface bâtie des collectivités. On pèse de plus en plus sur les charges des collectivités. Alors, nous vous proposons dès à présent un petit quiz qui vous conduit à tester un petit peu vos connaissances sur le patrimoine des collectivités. Donc, on vous invite à vous connecter à l'application Classroom. Le lien vous est posté sur le fil de discussion. Les résultats, donc 49% de bonnes réponses. Bravo à tous les participants. Je vais réafficher moi directement les réponses. Et donc les bonnes réponses. En France, près d'un bâtiment sur deux a été construit avant 75. Et c'est très important d'avoir cette notion-là parce qu'avant 1975-1974, c'est la première réglementation thermique, qui veut dire qu'avant, on n'a pas d'isolation et des bâtiments, s'ils n'ont pas été réhabilités, qui sont très énergivores. La deuxième question, 4,2, c'est le pourcentage de charges de fonctionnement. C'est une moyenne nationale. Sachez que pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est encore au-dessus. C'est 5 à 6% des charges de fonctionnement. Donc, c'est le deuxième poste après les charges de personnel. Réponse numéro 3, 44 € par habitant et par an qui sont investis par les collectivités pour la partie énergie. En 4, 76% de la facture énergétique des communes provient des bâtiments. Et en 5, 250 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an de consommation moyenne pour le parc public. Il n'y a pas que des grands bâtiments, il n'y a pas que les petits bâtiments qui consomment, les grands bâtiments qui contribuent également pour beaucoup. Donc on va essayer de trouver les bons éléments pour pouvoir réduire ces impacts. Nous, on a mis en avant, pour bien exploiter son patrimoine, 4 paramètres à prendre en compte. Le confort, le volet économique, l'environnement et bien sûr le contexte législatif. En termes de confort déjà, on va parler de sécurité d'approvisionnement, donc autant pour le gestionnaire de réseau que pour l'usager. Tous la famille du confort, donc confort thermique, confort visuel, confort acoustique, et les services domestiques qui apportent ce confort et qui peuvent peser sur la partie énergétique. J'aimerais vous faire un petit focus sur la notion de confort thermique. Aujourd'hui, il faut ne jamais perdre de vue que l'on construit un bâtiment pour ses usagers. Il doit permettre donc d'obtenir le confort de ses utilisateurs. Les grands facteurs à prendre en compte sont la température, mais également le taux d'humidité. Le taux d'humidité, vous voyez, on voit bien sur le graphique de droite que plus le taux d'humidité est haut, moins il y a de confort. Donc on va essayer de réguler ce taux d'humidité vers un optimum aux alentours de 50% environ. Et c'est particulièrement difficile dans notre région. Beaucoup plus finalement que le confort de la température. Ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. On voit aussi sur le graphique de gauche qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influer sur les données de confort. Donc la température des parois. On a une paroi froide ou chaude. Est-ce qu'on a un mur de pierre ou est-ce qu'on a un mur on va dire avec un papier peint ou un lambris par exemple. La température de l'air, bien entendu. La vitesse de l'air aussi. Des vitesses trop élevées nous donnent une sensation de courant d'air désagréable. Le taux d'humidité, j'en ai parlé. Le métabolisme, est-ce qu'on est bien portant ou mal portant? C'est valable notamment dans les
dans les centres médicaux ou dans les maisons de retraite. Là, on va devoir chauffer forcément un petit peu plus, et puis l'habillement. Côté volet économique, on va parler au niveau des investissements, bien entendu. C'est à ça qu'on pense au début, mais ne pas oublier le coût d'exploitation et les tarifs de l'énergie. On peut dire par exemple, là c'est l'exemple et sa répartition du coût global sur 50 ans. Donc on voit en effet que la part construction n'est pas bénigne, hein, c'est 27% du coût du bâtiment, mais ne pas oublier surtout l'exploitation, 28%, et tout ce qui est gros entretien et renouvellement. Gardez toujours en tête qu'en moyenne, sur 100 € d'investissement neuf, vous allez avoir environ 14 € par an de fonctionnement. Et du coup, en 7 ans, il y a autant d'argent qui ont été mis dans l'exploitation que dans l'investissement de départ. On peut dire aussi sur la facture d'énergie et certains fluides sont impactés par des facteurs macroéconomiques que l'on ne contrôle pas. On pense par exemple à tout ce qui est fuel, propane, etc. Donc c'est difficile à couper sur le budget. Ça veut dire que plus on aura un bâtiment qui est économe au départ, moins on sera impacté par ce genre de problématiques. Et globalement, de toute manière, l'énergie va grosso modo toujours à la hausse depuis les 30 dernières années. Sur le volet environnemental, j'aimerais vous parler de la partie bilan carbone. Vous pouvez voir sur le graphique de gauche, par exemple, toutes les étapes nécessaires qui sont prises en compte dans le bilan carbone des bâtiments. Il y a la construction, bien entendu, il y a l'utilisation, mais aussi le démantèlement en fin de vie, et puis toute la production de matière pour la construction et pour l'exploitation. Et savoir que 44% des consommations d'énergie sont pour le bâtiment et 25% des émissions de gaz à effet de serre. On peut voir également que sur le graphique de le bilan carbone moyen d'un bâtiment sur 50 ans, on va avoir environ les 2/3 qui sont directement sur la partie construction. Enfin, un contexte législatif important, notamment avec des objectifs nationaux. On pense à la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. On pourrait parler également du Grenelle de l'environnement en 2007, des accords de Paris et d'autres lois qui en donnent, qui posent un cadre, on va dire, et qui vont derrière se décliner localement à travers des plans climat, air, énergie territoriaux qui vont donner des objectifs plus ou moins ambitieux selon les collectivités. Mais en tout cas, c'est votre déclinaison locale. Et aussi des objectifs nationaux permettent derrière la mise en place de législation contraignante, des réglementations pour la construction neuve, des obligations. On va les détailler juste après. Au niveau des plans des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux, on a étudié, nous, sur la Loire-Atlantique, 9 EPCI pour s'apercevoir de leurs objectifs à 2030 et à 2050. Pour rappel, la loi Transition énergétique croissance verte, elle dit qu'en 2030, il faut avoir réduit les consommations finales de moins 20%. Et en 2050, de moins 50%. Quand on étudie ce qui a été mis en place, donc avec une spécificité quand même de la Loire-Atlantique, qui a une démographie très forte, et on va quand même constater que les objectifs ne sont pas forcément aujourd'hui à la mesure du cadre législatif qui a été posé. Puisqu'on va avoir une consommation finale de moins 16% finalement
2030 et moins 32% en moyenne 2050. Côté réglementation contraignante, donc après la réglementation thermique 2012 qui est maintenant passée, on va avoir arrivé juillet 2021 la réglementation environnementale, qu'on appelle la RE 2020, sur la maîtrise de l'énergie. Et elle va impacter plus spécifiquement sur le bilan carbone, sur l'analyse du cycle de vie et le cycle carbone dont je vous faisais référence juste avant, où on va avoir, ça va être pris en compte pour la première fois, et donc ça va notamment impacter dans le choix des matériaux et de l'usage de l'intégralité de l'usage du bâtiment ensemble de son cycle de vie. Autre réglementation qui va arriver très prochainement, le décret éco-énergie tertiaire va obliger tous les bâtiments d'une surface planchée de plus de 1000 m² à réduire leur consommation de manière importante, c'est-à-dire avec des objectifs par palier, 2030 moins 40%, 2040 moins 50%, 2050 moins 60%. Et là, on est sur un objectif de résultat. Donc, c'est pour les factures, vraiment. C'est pas uniquement un objectif de départ. Il va falloir contrôler sur facture. Chaque année, de surface planchée de plus de 1000 m² devront donner leur nouvelle facture et on va pouvoir contrôler en direct ce qui se passe. Attention tout de même, un petit focus, c'est qu'il y a la notion de supérieur à 1000 m² de surface planchée, mais pas que. Il y a une unité parcellaire, c'est-à-dire que deux bâtiments d'un même propriétaire du secteur tertiaire qui sont sur des parcelles adjacentes, les surfaces s'additionnent. Si vous avez un gymnase à côté d'une salle des fêtes, les deux faisant 800 m² par exemple, ils vont être éligibles parce qu'il y aura addition des deux surfaces. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà parce que le jeudi 18 mars, on va faire une visioconférence spécifiquement sur le sujet. On va expliquer plus dans le détail l'offre de services que le CIDELA va mettre en place dans le cadre de ce décret tertiaire. Autre réglementation contraignante, la fin du chauffage au fioul. Donc ça part d'une annonce du Premier ministre en 2018, loi en préparation actuellement, qui dit que au 1er juillet 2021, très prochainement, ça sera interdit de mettre des chaudières fioul dans les bâtiments neufs. Et d'ici la fin de l'année, interdit de renouveler dans le parc existant. Le webinaire du 26 mars, notamment, pourra y faire référence. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper d'ores et déjà tout ce qui est panne et remplacement de vos équipements dans vos bâtiments. Tout ça pour dire qu'il faut retenir que cette loi de la transition énergétique pour la croissance verte vous oblige à un exemple de l'exemplarité pour tous vos bâtiments. Et il faut mettre d'ores et déjà dans vos cahiers des charges pour tous nouveaux bâtiments qui doivent être à énergie positive et à haute performance environnementale. Enfin, je souhaiterais finir en rappelant les 8 raisons d'agir pour vos bâtiments. Donc, premier auquel on pense le plus souvent, maîtriser sa facture énergétique, éviter les dérives. Mais également, on ne perd pas de vue qu'on crée des bâtiments pour des usagers, donc améliorer le confort de ceux-ci, notamment en termes de réussite, mais également pour leur santé. S'engager dans une démarche exemplaire, répondre aux aspirations des citoyens, et réduire son empreinte environnementale, contribuer à promouvoir l'innovation et l'usage de nouveaux matériaux biosourcés. On est là dans le volet de tout ce qui est emplois locaux et non délocalisables. Agir sur l'emploi et la reprise économique, et valoriser le patrimoine, renforcer l'identité de vos collectivités. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous en prie.
Merci. Donc, une question de monsieur ou madame Garnier, je ne sais pas. Qu'en est-il du chauffage gaz? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Quel type de gaz, notamment? Monsieur ou madame Garnier, puis il y avait une remarque de monsieur Le Sieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, il va falloir préciser vos questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre. Quel type de gaz? Est-ce qu'on parle du gaz de stock, comme le propane, ou est-ce qu'on parle du gaz naturel? Ce que je peux dire déjà un petit peu pour me fait penser cette question, c'est notamment aujourd'hui le gouvernement cherche à faire la chasse à tout ce qui est bilan carbone. Donc il va mettre d'abord l'accent sur la partie fuel en prioritaire parce que des gaz à effet de serre assez importants. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de propane et d'impact sur le propane. Néanmoins, on l'a pas vu on l'a pas vu en détail, mais dans le prix de l'énergie, le propane est quand même une énergie aujourd'hui très très chère. Donc, c'est pas vraiment une énergie sur laquelle il faut se diriger. Alors, il s'agit de monsieur Garnier et qui nous précise que c'est du chauffage dans les lieux culturels, entre autres, qui sont déjà existants. Il faudrait pouvoir vous prendre, Je pense vous que donner le micro. Thibaut, c'est bon. Les interrogations, souvent, elles sont sur le chauffage gaz naturel, parce que le gouvernement commence aussi comme le disait Julien Pourrer, à essayer d'améliorer le bilan carbone. Et sur les nouvelles réglementations environnementales, ce qui se dessine pardon, dans les modèles de calcul, c'est que pour les nouveaux bâtiments, ce sera effectivement plus compliqué qu'avant de faire des bâtiments chauffés au gaz, y compris gaz naturel. Par contre, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation et aucun projet de réglementation qui viserait à interdire le chauffage gaz naturel dans les bâtiments existants qui seraient déjà raccordés au réseau. Et la politique sur le réseau de gaz, elle va plutôt être à comment verdir le gaz, notamment avec des projets de méthanisation éventuellement, pour améliorer le bilan carbone du gaz naturel, mais il n'y a pas la volonté au niveau du gouvernement de supprimer le réseau de gaz existant. Par contre, de limiter son extension, en tout cas, c'est ce qui se dessine dans les futures réglementations. Alors d'accord, donc monsieur Garnier, vous n'avez pas de micro à disposition, c'est ce que je comprends. Monsieur Le Sieur, si vous avez une question, on va essayer de vous donner... Oui, si vous avez un micro, on peut vous donner la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, si les objectifs de baisse de consommation ne sont pas atteints 2030 ou 2050, que se passe-t-il? Pour le décret tertiaire notamment, Oui, il y a plusieurs choses qui sont mises en lien. Dans un premier temps, il parle d'un affichage public, d'un mur de la honte, comme on peut l'appeler, où il y aura tous les bâtiments qui ne vont pas respecter donc, un premier avertissement vis-à-vis de ça, en mettant en lien ou en pesant sur le côté exemplarité et puis lien vis-à-vis des citoyens. Et dans un deuxième temps, il parle de pénalités financières, mais pour l'instant qui ne sont pas très importantes au regard des investissements à faire. Donc à voir si c'est ça qui va impacter le plus. J'ai plus le chiffre, mais c'est quelques milliers d'euros et au regard des rénovations importantes à faire, c'est pas ça qui va impacter beaucoup les communes. Sauf si c'est par année, par exemple. Au bout d'un moment, ça peut quand même peser de jeter ça par les fenêtres. ouais, donc ça motive à continuer, quoi. Ok. Sinon, ben, pendant que j'ai le micro, l'hydrogène, c'est un des carburants presque idéal. Ça n'avance pas très vite, mais il y a quand même une volonté nationale, je crois. Vous avez des renseignements là-dessus? Écoute, c'est pas le... Enfin, oui, il y C'est aura... pas le sujet, d'accord. Excusez-moi. Voilà, c'est pas le sujet et il y aura un webinaire spécifique sur la Oui, question. d'accord. On la Je veux pas retarder la réunion. Merci. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos questions. Pour celles qui ont été postées, on va essayer d'y répondre directement dans le fil de discussion. Je vous propose de passer à la partie 2 qui va être présentée par Thibaut Cesbron. Voilà, il y a pas mal de réactions qui viennent. Il suffit d'ouvrir le bal et puis après, les uns et les autres ont envie de poser des questions. Donc, je vous remercie pour ces réactions. On va tâcher d'y répondre parallèlement dans le fil de discussion. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc Julien vous a présenté dans cette première partie le contexte, les enjeux
et les différentes raisons qui peuvent nous pousser à agir. Nous allons maintenant nous attacher au comment agir. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement vous présenter une approche un peu conventionnelle de la maîtrise de l'énergie. Ensuite, passer en revue les étapes de la vie d'un bâtiment, que ce soit au cours de sa construction, de sa rénovation ou de son exploitation. Quels sont les points clés pour viser l'efficacité énergétique. Et nous terminerons cette partie-là sur la nécessité de mettre en place une stratégie patrimoniale globale et de ne pas regarder uniquement les bâtiments les uns à côté des autres. Sur la démarche de maîtrise de l'énergie, on a tendance à la découper en trois parties. Le premier volet, c'est d'axer les actions sur la sobriété énergétique. Donc la sobriété, c'est finalement le penchant contraire de l'ébriété énergétique, donc c'est faire la chasse au gaspillage, rationaliser ses usages, ses besoins, et surtout s'assurer qu'on consomme de l'énergie uniquement pour ses besoins. Et donc on ne consomme pas un bâtiment la nuit s'il est inoccupé, l'école pendant les vacances scolaires s'il n'y a pas d'utilisation du bâtiment, etc. Et donc c'est souvent les premières actions qu'on va chercher parce qu'elles sont peu coûteuses en investissement, voire gratuites, et elles permettent déjà de faire des économies d'énergie. Le deuxième volet, une fois qu'on a fait cette étape-là, c'est d'aller améliorer l'efficacité de son parc bâti, des systèmes, donc de modifier éventuellement les productions de chauffage, de remplacer les chaudières vieillissantes, mais aussi d'améliorer la performance des bâtiments, donc d'aller les isoler. Donc là, on est vraiment sur des actions de rénovation plus globale du bâtiment. Et une fois qu'on a fait ces deux parties-là, et on va aujourd'hui se contenter de discuter de ces deux axes-là, le troisième volet, notre bâtiment, une fois qu'on a fait les actions de sobriété et d'efficacité, il a toujours besoin d'énergie pour subvenir à nos usages et à nos besoins et à l'activité humaine. C'est comment finalement on vient de l'alimenter et est-ce qu'on peut rendre notre bâtiment producteur de sa propre énergie via des énergies renouvelables. Alors, on revient vers vous pour un petit sondage, en fait, qui va prendre la forme d'un nuage de mots pour le résultat. Donc, la question est la suivante. Quelles sont pour vous les étapes clés d'un projet de construction? Je vous remercie pour votre participation. Bon, il y a pas mal d'idées qui apparaissent. On voit plusieurs fois la notion d'usage et de besoin. Donc ça fait effectivement partie des étapes clés de bien définir ce qu'on veut pour notre projet. La notion, la phase de conception, qui est évidemment une phase clé également. On va s'attacher par la suite de balayer justement ce qui nous semble les étapes clés d'un projet de construction. Donc on a ciblé 6 étapes que je vais passer en revue, qui sont des points importants pour viser l'efficacité énergétique du projet. Je vais démarrer avec les étapes finalement d'avant-projet et de programmation. Ce sont toute la partie entre l'idée, moi, maître d'ouvrage, j'ai un projet de rénovation globale ou de construction, on est sur la même typologie de construction et d'étape du projet, toute la phase avant la commande, avant de retenir l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est une phase qui est très importante. Julien l'a présenté en première partie sur la répartition du coût global d'un bâtiment sur toute sa durée de vie. On voit bien que l'enjeu, il est en grande partie sur l'exploitation du bâtiment, que ce soit l'entretien, maintenance, la fourniture d'énergie ou le renouvellement des équipements. Ça représente 70% des coûts sur la durée de vie du bâtiment. Et si on veut réduire cette partie-là, ça nécessite d'augmenter un peu les études. Quand je dis augmenter, c'est pas forcément en termes de coûts, c'est aussi et surtout en termes de temps. Et c'est important de se laisser le temps pour mûrir ses projets, pour viser la performance énergétique. L'étape du programme, la programmation, c'est questionner ses besoins et ses usages. Donc on l'a vu assez bien identifié. L'objectif du projet, c'est bien de répondre à une demande et à un besoin du mieux possible. Et se définir des objectifs en termes de performance énergétique. Voilà. L'ensemble de ces
ces réponses à ces questions, elles doivent bien apparaître dans la consultation et le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, si on veut être en phase avec l'équipe qui va ensuite nous accompagner tout au long du projet. L'objectif ici, je vais essayer d'illustrer un peu mes propos avec des exemples concrets. Donc, on a pris le parti de vous présenter quelques mésaventures qu'ont pu rencontrer certaines communes qu'on a vues au cours de notre activité de terrain. L'idée, c'est bien sûr de ne pas stigmatiser tel ou tel projet et puis telle ou telle commune. On n'a d'ailleurs pas cité le lieu de ces projets-là. L'objectif, c'est de se dire, que ça peut nous arriver à tous, et donc à nous d'être vigilants au cours de nos projets, et du coup, en deuxième lieu, de bien mettre en évidence les étapes cruciales à ne pas louper pour justement éviter de vivre les mêmes mésaventures sur ces projets, qui peuvent avoir des conséquences assez lourdes en termes d'investissement. Donc, les deux exemples qui vous sont présentés, c'est une école, avec une extension récente dans laquelle une salle de sieste a été construite. C'est une salle de sieste qui est borne, donc sans fenêtre vers l'extérieur, sans moyen d'aération et sans système de ventilation. Donc on voit la photo à l'image et vous comprenez bien que la qualité d'air de cette salle-là, bien qu'utilisée peu de temps dans la journée, n'est pas satisfaisante. Et donc des travaux ont été nécessaires 6 ans après pour se mettre aux normes, et forcément les coûts d'investissement 6 ans après, ils sont plus élevés, le fait de revenir sur le bâtiment, que si on les avait intégrés dès le départ. Le deuxième exemple, c'est un cabinet médical. Donc un projet où le confort d'été, comme je le disais, n'a pas été suffisamment pris en compte, et donc on arrive avec un bâtiment avec d'importantes surchauffes qui ne satisfait pas les usagers du bâtiment. Le bâtiment n'est pas vivable en l'état, et donc des travaux nécessaires pour assurer le confort des usagers et des occupants du bâtiment. 65 000 € de réinvestissement 3 ans après les travaux neufs du bâtiment, et un surcoût de fonctionnement pour les occupants qui auront à charge la facture énergétique, puisque c'est l'ajout d'une climatisation qui a été nécessaire. Voilà, si la prise en compte du confort d'été avait été faite dès le départ, peut-être qu'on aurait pu se passer de climatisation avec des protections solaires, avec des choix de matériaux, de ventilation, pour limiter les coûts de fonctionnement, avec le même niveau de confort que ce qu'ils vont avoir là après les nouveaux travaux. Le confort d'été, c'est une notion qui est assez importante aujourd'hui. Nous vivons et nous allons vivre des épisodes de forte chaleur qui sont de plus en plus longs, de plus en plus fréquents. Et donc, c'est un vrai sujet. On commence à voir un peu partout en France, sur certaines régions, certaines années, des écoles notamment qui sont obligées de fermer sur des chaleurs de mai-juin, parce que le confort n'est pas du tout au rendez-vous et les conditions d'accueil des enfants ne sont pas souhaitables. Et donc, c'est comment au moment d'un projet de rénovation et de construction, bien prendre en compte ça. Aujourd'hui, les équipes de maîtrise d'œuvre, on se rend compte que voilà, l'isolation du bâtiment pour la gestion du confort thermique d'hiver, c'est quelque chose qui est plutôt bien rentré dans les mœurs, même s'il faut être vigilant au niveau de performance qu'on souhaite avoir et aux consommations de chauffage associées. Mais il y a encore un gros travail à faire sur la notion de confort d'été dans la conception. Les deux étapes suivantes, justement, donc la conception et le suivi de chantier, 2 points importants. Alors, sur la partie conception, on vous a affiché ici les 4 grandes thématiques et les 14 cibles de la démarche haute qualité environnementale, alors qui est une démarche sur laquelle on peut labelliser un projet de bâtiment, mais qui est surtout une démarche sur laquelle on peut s'inspirer sans viser la labellisation, parce qu'elle permet de citer un petit peu tous les enjeux et toutes les thématiques liées à la construction et à notre projet de construction de rénovation. Pas uniquement en termes d'usage du bâtiment et de performance énergétique, mais bien aussi en termes de choix des matériaux, choix des systèmes constructifs, confort. On a abordé avec Julien la notion de confort des usagers. C'est aussi le confort des services, des professionnels qui vont travailler dans le bâtiment et des services techniques ou des mainteneurs qui vont intervenir. On a, et je vais l'illustrer juste après, un enjeu sur la maintenabilité de nos installations pour pouvoir assurer leur performance dans le temps.
La satisfaction des usagers, elle est en jeu et c'est un enjeu important. Quoi de plus frustrant pour vous, maître d'ouvrage, que de vous lancer dans un projet de construction ou de rénovation visant à satisfaire des usagers sur un besoin du territoire et finalement de récolter les mécontentements à la fin parce que les usagers ne sont pas satisfaits du rendu, parce qu'on les a peut-être pas suffisamment consultés ou pris en compte leur approche professionnelle due à leur activité, là où on souhaitait les contenter. Voilà, un exemple assez critique, c'est tous les bâtiments de petite enfance, où il y a des enjeux spécifiques suivant la hauteur des prises, les protections de portes, etc. Et où dans l'activité de terrain dans le bâtiment vécu au quotidien, la gestion des flux, elle ne peut pas être pensée par d'autres personnes que les professionnels qui vont vivre le bâtiment. Donc sur le premier exemple, avec des exemples concrets, là encore, donc sur la maintenabilité, on voit beaucoup de centrales de traitement d'air donc, qui sont là pour assurer le renouvellement de l'air dans les bâtiments, qui peuvent être soit pensées sans batterie chaude, donc on va finalement souffler de l'air froid toute l'année, y compris en hiver, et donc créer des problèmes d'inconfort, ou des locaux techniques trop petits, et ça c'est une vraie problématique, soit trop petits, soit inaccessibles, qui ne sont pas du tout adaptés à la maintenance future. Parfois, on ne peut même pas retirer le filtre de la centrale qui est en place. Et donc, forcément, dans le temps, on dégrade et la performance de l'équipement et la qualité d'air associée, alors qu'on a un équipement qui est justement là pour assurer cette qualité. Un deuxième exemple, là, pour illustrer la partie suivi de chantier, donc, sur le cas d'une mairie, l'isolant mis en œuvre n'était pas celui qui était prescrit dans la conception et dans l'étude thermique initiale. L'entreprise voilà, a posé un isolant d'une épaisseur moindre par rapport à ce qui était prévu. On s'en aperçoit sur le chantier quand 2 façades sur 4 sont isolées. Un arrangement est fait entre l'entreprise et le maîtrise d'ouvrage, mais on garde les 2 façades isolées et finalement on redimensionne le système de chauffage permettant de couvrir le surplus des besoins thermiques, puisque forcément s'il y a moins d'isolation, il y aura plus de besoins de chauffage en intérieur. Forcément derrière, ça entraîne une augmentation des consommations pendant toute la durée de vie du bâtiment. Pour une étape où on a raté une journée de chantier qui était le moment crucial et où on n'a pas fait le choix avec l'équipe de maîtrise d'œuvre d'appuyer sur l'ajout d'isolant pour répondre aux besoins initiaux. Donc l'importance du suivi de chantier pour s'assurer que le bâtiment va répondre à notre cahier des charges de départ. Et les 2 dernières étapes sur lesquelles on souhaitait insister, et on l'a vu, elles apparaissent assez peu dans l'exercice du nuage de mots qu'on vous a fait faire au début. C'est à la fin, une fois que le bâtiment il est terminé, la mise au point des installations et la réception du bâtiment et de ces installations. Elles sont déterminantes pour la performance énergétique du bâtiment. Ces étapes-là, en quoi elles consistent? C'est contrôler la conformité des travaux avec le cahier des charges, faire éventuellement des essais, et surtout s'assurer que le bâtiment livré, donc il correspond à nos attentes, et que les équipements en place, ils vont avoir des fonctions qui correspondent aux usages prévus, au planning d'occupation du bâtiment. On a aussi tendance à installer des équipements comme les centrales de traitement d'air que j'ai citées juste avant, qui sont de plus en plus complexes et difficiles à prendre en main par les services. Donc la formation des agents communaux, la passation des installations aux entreprises qui vont assurer la maintenance, sont des moments qui sont très importants pour assurer la pérennité, s'assurer que l'entreprise de maintenance elle soit capable d'assurer la maintenance de l'installation qu'on lui remet. Les conséquences, c'est sur un bâtiment neuf ou une rénovation tout juste terminée, d'avoir un chauffage permanent, jour, nuit, semaine, week-end, vacances, voilà, période d'occupation, période d'inoccupation, parce qu'on n'a tout simplement pas réglé, et on va mettre éventuellement plusieurs années à s'en apercevoir. Forcément, au bout du compte, la facture énergétique du bâtiment, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait et de ce qu'on a signé au moment des études en termes de performance. De l'équilibrage du réseau de distribution, c'est des points un peu plus techniques, mais qui sont importants si on veut assurer un niveau de confort dans tout le bâtiment. Donc la période de la réception, on peut aussi se dire à quel moment est-ce qu'on réceptionne le bâtiment. Est-ce qu'on fait une réception unique en été, mais du coup, qu'en est-il de la vérification du fonctionnement du système de chauffage? Ou est-ce qu'on demande aussi à avoir une réception décalée dans le temps, qui peut se faire en 2 étapes, avec une réception spécifique en période de chauffe? On peut avoir la même réflexion sur l'éclairage public. Est-ce qu'on fait une réception
de travaux d'éclairage public en pleine journée, ou est-ce qu'on les fait en période de nuit pour s'assurer que l'éclairement il est satisfaisant. C'est la même chose sur finalement le bâtiment qui a quand même deux modes de fonctionnement qui sont très différents, été-hiver. Le graphique pour illustrer ça, c'est les campagnes de température qu'on peut être amené à faire dans des bâtiments. Ici, on est sur une école et dans une salle de classe, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a 20 degrés minimum en permanence. Alors, on n'a pas l'échelle de temps, mais les pics correspondent aux jours de la semaine. Donc, le week-end, on est à 20 degrés en permanence, la nuit aussi. Et puis, en journée, avec les apports de chaleur qui soient externes, avec l'augmentation de température et éventuellement de l'ensoleillement, ou interne avec l'occupation du bâtiment, et ben là, on va atteindre même les 25 degrés. Et donc, on est sur un bâtiment où forcément, il y a du réglage. On considère que sur une livraison de bâtiment, il faut de toute façon 2 ans de fonctionnement du bâtiment pour arriver à l'optimisation des réglages. Et c'est 2 années qui sont importantes dans le dialogue aussi avec les usagers pour faire remonter des problématiques d'inconfort ou la satisfaction des usagers à la gestion du bâtiment. Je vais vous faire un petit focus rapide sur l'acte de rénovation. Alors, ce qu'on a vu avant sur les étapes prévaut pour la construction et pour la rénovation. Simplement pour vous dire que sur la rénovation, c'est primordial de viser dès que c'est possible une rénovation globale, plutôt que de revenir à différents moments par étape sur un projet. Si on veut viser l'optimum énergétique du projet et l'optimum économique, pour que ça coûte le moins cher aussi à la collectivité en global, c'est primordial de faire une rénovation globale. Si on y revient au coup par coup, on va se retrouver à éventuellement défaire des choses qu'on a fait quelques temps avant, ou à avoir un traitement de quelques éléments techniques particuliers, notamment sur l'isolation, l'étanchéité à l'air, qui va être un petit peu compliqué si on fait l'isolation par l'extérieur du bâtiment à une étape différente du changement des menuiseries. Voilà, comment est-ce qu'on traite le lien entre ces deux éléments, par exemple. Sur cette partie-là, je vais m'attacher plutôt à la partie exploitation. Là, on a vu les enjeux de la construction de la rénovation. Vous n'avez pas uniquement des projets de construction et de rénovation, il y a aussi un parc qui vit. Et comment est-ce que lors de l'exploitation des bâtiments, on s'assure de la performance du bâtiment. On a réparti un peu les thématiques en quatre grands enjeux. Assurer la pérennité des installations. Donc, faire l'entretien, la maintenance de ces installations, c'est aussi s'assurer qu'elles durent le plus longtemps possible, que les renouvellements soient le moins fréquents et garantir l'efficacité énergétique des systèmes dans le temps. Une chaudière, ça s'entretient, ça se règle par un professionnel si on veut maintenir sa performance. Optimiser les performances des équipements techniques, c'est toute la partie pilotage des installations. Le bâtiment, il va vivre dans le temps. Quand on construit un bâtiment, c'est pour plusieurs décennies. Vous avez tous dans votre parc bâti des bâtiments qui ont changé d'usage, des anciennes mairies, des anciennes écoles qui sont devenues des bibliothèques, des salles associatives, etc. Au moment des changements d'usage, forcément, les plannings d'occupation, ils ont évolué. Donc, c'est s'assurer qu'on s'adapte à ces nouveaux plannings, qu'on s'adapte aussi aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins. Le besoin de température peut être différent d'une activité à une autre. Pour ça, c'est important d'assurer un suivi avec des indicateurs de performance, le suivi des consommations, pour détecter aussi des dérives et des dysfonctionnements et pouvoir intervenir au plus tôt pour limiter les dépenses énergétiques inutiles. Troisième enjeu, c'est d'assurer un niveau de confort. On a parlé de la notion de confort auprès des usagers, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Et puis le dernier, c'est l'optimisation des contrats. Maurice Bouillet a insisté en introduction sur ce sujet-là, sur l'optimisation des achats d'énergie. Il y a aussi l'optimisation des contrats de maintenance. Les contrats d'exploitation, c'est important qu'ils soient rédigés en fonction de vos besoins, vous communes et de vos installations. Bien souvent, on a des contrats qui sont finalement des propositions techniques et financières des entreprises et qui sont des copier-coller pour toutes les entreprises et donc pas une spécificité, pour toutes les collectivités, pardon, pas une spécificité locale. Ce qu'il faut retenir sur cette phase d'exploitation, ce qui est intéressant, c'est de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, donc d'avoir une veille permanente sur la performance de nos équipements, mettre en avant les dysfonctionnements ou les axes d'amélioration, avoir un plan d'action sur le bâtiment pour ensuite agir et améliorer sa performance.
Pour dézoomer un petit peu, là je vous ai parlé vraiment du bâtiment, donc bâtiment par bâtiment. Collectivité, vous êtes tous multipropriétaires, vous avez un parc bâti à gérer, et donc c'est comment finalement on construit une stratégie patrimoniale qui est globale, qui va intégrer l'ensemble de ce patrimoine-là. La cible, c'est l'optimisation. Comment on optimise finalement notre patrimoine et comment on optimise nos consommations. Donc c'est important d'avoir des bâtiments évidemment qui soient adaptés aux usages, mais qu'on puisse aussi mutualiser. On a parfois tendance à construire un bâtiment pour un usage, et c'est intéressant de rationaliser les espaces et de mutualiser éventuellement les usages dans les bâtiments pour différents usages. Alors c'est pas toujours évident, ça s'anticipe dans les projets, mais ça permet de limiter les surfaces de chauffe et les temps de chauffe entre avoir deux bâtiments qui vont être occupés à des moments différents et où on va malgré tout chauffer intelligemment uniquement quand on en a besoin, et un seul bâtiment qui va couvrir l'ensemble du besoin. Voilà, la performance ne sera pas la même et on va avoir intérêt à avoir le moins de surface à chauffer possible. La flexibilité des locaux, c'est un point important, notamment pour l'évolutivité du bâtiment. Si on construit aujourd'hui un nouveau bâtiment, comme je vous le disais, quel sera son usage dans 20-30 ans et sa possibilité à s'adapter à ces usages. Voilà, la finalité, c'est bien d'optimiser les coûts de fonctionnement pour l'ensemble de son parc. Donc les actions, pour le comment faire, réparties en trois étapes. La première, c'est de faire l'inventaire de son patrimoine. Quels sont les bâtiments dont j'ai la gestion, quel est leur âge, leur période de construction, de rénovation, les équipements qui sont à l'intérieur, et faire l'inventaire des points de comptage en face pour collecter ensuite les données. Donc la deuxième, c'est cette phase de collecte pour récupérer les factures, les relèves éventuels qu'on peut faire en mairie et détecter rapidement les axes d'amélioration. Une fois qu'on a fait tout ça, ça permet de prioriser les bâtiments avec des indicateurs, de définir quels sont les bâtiments les moins performants, ceux où on souhaite engager des actions pour planifier dans le temps. Avoir une stratégie patrimoniale, c'est arriver à une élaboration d'une programmation pluriannuelle des actions et des investissements. Ce travail-là, il a plusieurs avantages aujourd'hui. Il vous permet d'anticiper, enfin d'avoir une vision à moyen terme sur vos projets. Et quand il y a des financements qui arrivent, des appels à projets, une DSIL avec une spécificité rénovation énergétique, finalement, vous avez déjà la vue sur vos projets et vous êtes en capacité de répondre dans les temps qui sont souvent courts pour bénéficier de ces financements-là. Et c'est aussi une démarche qui est indispensable dans le cadre du décret tertiaire, éco-énergie tertiaire, qui vous a été présenté par Julien. Si on veut arriver aux objectifs 2030, 2040, 2050, quand on a plusieurs sites qui vont être concernés, c'est indispensable d'avoir cette stratégie et de baliser finalement le chemin à parcourir pour le mandat actuel, pour les mandats prochains, pour arriver aux objectifs. Donc je vous propose, du coup, comme il n'y a pas forcément de réaction dès à présent, et de regarder en détail en quoi consiste l'accompagnement du CIDELA. Bonjour à tous. Alors, l'accompagnement du CIDELA, c'est un accompagnement qui est mutualisé. Donc, c'est quoi? C'est un dispositif qui est conçu par et pour les communes. Donc, il faut bien avoir en tête que le CIDELA, c'est une émanation des communes. C'est une équipe de spécialistes qui est à votre service, tant sur les questions techniques que financières. Et c'est en plus des moyens humains, de ces moyens humains, c'est du coup des dispositifs financiers qui vont nous permettre de soutenir les actions. Donc, cet accompagnement, il s'articule en 4 grands blocs. Le premier, c'est le Conseil en énergie partagée, le CEP. C'est vraiment la porte d'entrée pour toutes les questions de maîtrise de l'énergie. Et donc, du coup, ce CEP, il va s'appuyer sur une boîte à outils, sur certains dispositifs, donc notamment le groupement d'achat d'énergie, électricité et gaz naturel, un outil de suivi des fluides CIDEConso et le dispositif CIDEFI en lien avec le programme ACT. Donc, on va vous présenter chacun de ces dispositifs. Le conseil en énergie partagée, donc c'est un conseiller qui est partagé entre plusieurs communes. C'est une expertise locale mutualisée. Donc, c'est, comme je le disais, l'interlocuteur unique pour vous, les communes. C'est le spécialiste pour mettre en œuvre les démarches de MDE et répondre aux obligations réglementaires.
Donc, il va travailler sur votre patrimoine bâti, sur l'ensemble de vos bâtiments, aussi sur votre éclairage public, sur votre flotte de véhicules, donc notamment en analysant les consommations de carburant. Et puis, il va aller regarder des potentiels de production d'énergie renouvelable sur votre territoire. Cette émission, donc, il va faire un état des lieux de votre patrimoine. Donc, il va par exemple visiter l'ensemble de votre patrimoine, faire un inventaire complet. L'objectif, c'est de vous aider à connaître vos dépenses et à les comprendre. Donc, quelle facture, quel bâtiment et quel compteur. Il va également vous aider à effectuer le suivi de vos consommations. Par exemple, il peut aller jusqu'à instrumenter des bâtiments. Et il va vous conseiller sur la mise en place de plans d'action, de stratégies. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est très personnalisé et qui est à tout moment de vos projets. Donc, que ce soit du début d'idée de rénovation ou de construction jusqu'à la finalisation après travaux, le suivi de vos bâtiments. Ce dispositif, donc, il couvre l'ensemble du territoire du département du 44. Le CIDELA en porte une partie, donc c'est ce que vous voyez sur la carte en violet. Et certains CEP, certains conseillers en énergie partagée, sont portés par des intercommunalités, donc ce qu'on voit dans les deux nuances de vert et puis l'orange, ou par des pays, donc comme pour le vignoble nantais par exemple. Le CIDELA, il assure la coordination du réseau des conseillers en énergie partagée du département. Donc l'objectif de ce réseau-là, c'est de mutualiser les outils, de se coordonner, de définir ensemble des priorités de travail au regard des besoins des territoires. Le premier outil à disposition du CEP, c'est le groupement d'achat d'énergie. Donc on a deux groupements au CIDELA, un groupement d'achat électricité et un groupement d'achat gaz naturel. Le groupement d'achat électricité, pour donner quelques chiffres, c'est près de 200 membres et plus de 7000 sites. Ces groupements, ils permettent de mutualiser l'ingénierie, donc c'est-à-dire de vous aider à faire face à la complexité du marché de l'énergie, de mettre en place une vraie stratégie d'achat et de gagner du temps sur la consultation, puisque toutes les démarches sont faites pour vous. Ça reste un groupement d'achat, donc ça veut dire qu'il y a un effet de volume qui fait qu'on peut maîtriser les coûts, et que du coup vous avez des tarifs intéressants sur les prix de l'énergie. Et enfin, du coup, ça vous permet d'avoir un interlocuteur dédié qui va faire le relais entre vous et les fournisseurs et gestionnaires de réseau si besoin. Pour l'ensemble des adhérents au groupement d'achat, on met à disposition une plateforme gratuitement qui s'appelle CD Conso. Cette plateforme, elle permet de tout centraliser les consommations qui concernent l'ensemble de votre patrimoine, donc que ce soit les bâtiments ou l'éclairage public. Ça centralise tous les fluides, donc l'énergie, l'électricité, le gaz naturel, mais aussi tout ce qui va être énergie de stock, donc par exemple le fuel, le gaz propane, etc. Et aussi l'eau, par exemple pour l'eau d'arrosage de vos espaces. C'est une plateforme qui est pérenne dans le temps. L'objectif, c'est vraiment de s'affranchir de multiples espaces clients que vous pouvez avoir, qui sont souvent propres à un seul fluide, et du coup, qui sont historisés seulement sur 3 ans en général. Donc là, voilà, ça vous permet de tout centraliser et d'avoir un vrai suivi sur le long terme. Des fonctions, alors on peut en citer quelques-unes. Il y a un contrôle de facturation, par exemple, qui est effectué. Donc ça permet de vérifier que chaque facture est correctement calculée par rapport à la réglementation. Il y a également une fonction d'optimisation tarifaire. Donc là, l'objectif, c'est de vérifier que votre abonnement il est en cohérence avec vos besoins. À titre d'exemple, cette fonction d'optimisation tarifaire, faut savoir qu'on en fait une trentaine par an. Et du coup, ça représente un gain quand même de 15 000 euros sur l'ensemble des adhérents. Donc, c'est pas négligeable. Une autre fonction de cette plateforme, c'est de générer des alertes. Donc, par exemple, en cas de surconsommation, une consommation plus haute qu'habituellement, on va avoir une alerte, on va pouvoir voir si c'est normal ou s'il y a un souci sur le patrimoine en question. Donc là, on en est à la version 2 de CD Conso.
Donc, certains d'entre vous ont sûrement déjà reçu leurs accès. On a aujourd'hui une soixantaine de collectivités qui ont déjà reçu leurs accès à cette version 2. L'axe principal du CIDELA sur ce sujet, c'est vraiment la formation et la prise en main de cet outil par les acteurs des territoires. À titre pour chiffrer un peu tout ça, on a formé sur la version 1 plus de 80 agents de collectivités et il y a plus de 100 utilisateurs qui utilisent cette plateforme. Vous trouverez sur notre site internet de nombreuses informations sur cette plateforme, donc des fiches descriptives et aussi un tuto. Donc n'hésitez pas à nous rendre sur notre site internet pour avoir plus d'informations. Je pense qu'on va mettre le lien dans le chat. Donc un autre outil qu'on vous met à disposition, c'est la démarche SIDEFI que CIDELA a construit à partir du programme ACTE. ACTE, ça veut dire Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. C'est un programme national qui est porté par la FNCCR, donc une fédération de collectivités. Globalement, ça finance de l'ingénierie et des postes supplémentaires. Et donc, on a construit une méthodologie, donc SIDEFI. Cette méthodologie, elle permet de rédiger, de construire des plans pluriannuels d'investissement, des PPI. Le grand point à noter sur cette démarche, c'est que c'est une démarche territoriale au niveau des intercommunalités. Donc, on va s'intéresser à l'ensemble du patrimoine bâti des communes et aussi de l'intercommunalité. Ça se veut vraiment comme une brique action derrière le plan climat qui est aussi à l'échelle intercommunale. Donc cette démarche, elle a plusieurs étapes. Une phase de lancement où on va constituer un réseau de référents locaux. L'objectif, c'est de mettre en lien les acteurs locaux et de mutualiser des retours d'expérience. Ensuite, il y a des phases de diagnostic, de priorisation et d'investigation des bâtiments prioritaires. Et enfin, donc on va rédiger le plan pluriannuel d'investissement. Donc là, l'objectif, c'est de regrouper des travaux entre une collectivité et d'intégrer de l'ingénierie financière. Donc c'est vraiment de vous fournir une feuille de route très précise, très concrète sur les actions à mener, les financements à solliciter. Et évidemment, tout ça, c'est piloté par chacune des collectivités qui reste maître de son patrimoine bâti. Donc ça, c'est un vrai outil d'aide à la décision. Et du coup, c'est vraiment en lien avec les démarches patrimoniales qu'a expliqué Thibaut tout à l'heure. Donc sur cette démarche-là, on a travaillé avec 2 territoires pour l'instant. On est en train de travailler avec ces territoires-là, c'est les 2 territoires en bleu. Et on a posé une candidature pour accompagner 8 autres territoires, donc les territoires qu'on voit en vert sur la carte. Donc on est en attente de réponse à cette candidature. Cette démarche SIDEFI, alors on peut parfois la confondre avec l'accompagnement CEP, donc c'est 2 choses qui sont très complémentaires. Le CEP, il va, comme je l'ai dit, s'intéresser à un périmètre beaucoup plus large que la démarche SIDEFI, donc notamment en s'intéressant à l'éclairage public. La démarche SIDEFI, c'est vraiment une démarche territoriale, alors que la démarche CEP, c'est vraiment par collectivité adhérente. Donc le CEP, il a vraiment une vision détaillée, exhaustive. Il va fournir un accompagnement très technique, très terrain à la carte. SIDEFI, on est plutôt sur du coup la réalisation du PPI, des opérations groupées, de regroupement de travaux et de l'ingénierie financière. Le CEP, il va également vous permettre sa cible prioritaire, ça reste la sobriété, donc il va vous permettre d'avoir des actions gratuites, par exemple en régulant une chaudière ou ce genre de choses, qui va vous permettre de réaliser des économies d'énergie facilement. Donc pour répondre à ces enjeux, évidemment, on se pose la question du financement. C'est vraiment un enjeu collectif de comment on va réussir à financer tout ça. La réponse, c'est la mutualisation. Au CIDELA, on propose donc des différents dispositifs. Donc sur les audits énergétiques, on a un marché à bon de commande avec un cahier des charges qui a été très travaillé, qui est très exigeant et qui permet d'avoir une prestation de qualité. On a des tarifs du coup qui sont négociés et cette prestation, elle est suivie de près et donc le prestataire est encadré pour avoir une prestation très qualitative.
Le CIDELA finance cette prestation à hauteur de 20%. Sur la partie énergie renouvelable, donc quand je dis énergie renouvelable, on va être sur le photovoltaïque et également tout ce qui va être chaleur, donc le bois, la géothermie et le solaire thermique. Donc on propose des notes d'opportunité gratuites qui permettent de faire une petite étude et de voir si ces énergies renouvelables peuvent être adaptées à votre situation. Et si c'est le cas, eh ben on a tout un dispositif d'études de faisabilité qui peuvent être financées par l'ADEME en partie. Donc n'hésitez pas aussi à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations sur ces dispositifs. Le CIDELA, on est vraiment, on propose d'avoir un appui sur la réponse aux appels à manifestation d'intérêt et appels à projets nationaux. Donc on peut être le support de regroupements de collectivités, comme on a pu l'être sur les candidatures dans le cadre d'Accès. Et on est aussi interlocuteur pour vous aider à monter au dossier de candidature. Sur la partie financière, donc on a créé un poste en 2020 qui est mutualisé à l'échelle régionale et du coup qui a pour centre de mission l'ingénierie financière. Ses objectifs, c'est de développer une expertise sur les dispositifs de financement et de proposer des solutions de financement complémentaires. Donc des solutions complémentaires, ça peut être de mutualiser des financements de C2E, pourquoi pas proposer des fonds de concours. On a aussi des dispositifs assez innovants qui permettent de capitaliser les économies qu'on réalise et de les investir dans des travaux futurs. Pour conclure, on voit bien que tous ces enjeux, ils dépassent l'échelle de la commune. Aujourd'hui, on a besoin de mutualisation, on a besoin d'actions plus larges, à des échelles plus larges comme celle de l'intercommunalité, en lien avec les plans communs. Oui, c'est Christelle, DGS CIDELA. Il y avait une question sur juste ce que voulait dire l'acronyme CIDEFI. CIDEFI, d'accord. Donc, Ameline Chantal va vous répondre. Merci, Christelle. Alors, en fait, tout simplement, c'est pas un acronyme. Ça veut pas dire, il n'y a pas des lettres derrière et il n'y a pas des mots derrière chaque lettre. CIDEFI, en fait, c'est la contraction de CIDELA, de efficacité énergétique et de défi, parce que voilà, c'est un défi, cette démarche-là pour tout le monde. Merci Ameline pour cette précision. Y a-t-il d'autres réactions? Si vous pouvez lever la main s'il vous plaît et prendre la parole. On a encore 5 minutes avant de se quitter, donc n'hésitez pas. Alors, une question de monsieur Jérôme. Si vous avez un micro, vous pouvez l'activer et poser votre question en direct s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Un constat que j'ai fait, c'est que l'écart entre les matériaux biosourcés et les matériaux traditionnels a tendance à se réduire parce qu'on en utilise un peu plus et que les entreprises ont un savoir-faire qui progresse de ce côté-là. Et on voit finalement qu'au niveau des appels d'offres entre les deux solutions, l'écart se réduit. Est-ce que le CIDELA a des lignes de subvention, des aides, de manière à aider les communes pour aller vers l'utilisation de matériaux biosourcés? Ok. Juste avant de vous répondre, vous êtes de quelle collectivité? Alors moi, je suis de la commune du Palais, donc sur la communauté de communes Sèvres-et-Loire, par exemple. D'accord, très bien. Merci pour votre question. Aujourd'hui, le CIDELA n'a pas de dispositif de financement d'aide à l'investissement sur la rénovation énergétique, donc pas spécifiquement non plus sur les matériaux biosourcés. Juste pour élargir un peu le champ de votre question, aujourd'hui, on a surtout un surcoût qui peut apparaître quand on est sur un mode constructif défini et qu'on veut remplacer place pour place un isolant traditionnel, par exemple, par un isolant biosourcé. Bien souvent, la mise en place de matériaux biosourcés, elle amène aussi à une réflexion où on va avoir un mode constructif qui peut être différent. Et dans ce cadre-là, on n'observe pas forcément de surcoût. Enfin, c'est difficile de comparer finalement un projet traditionnel et biosourcé uniquement sur un remplacement matériaux en place pour place, parce que la notion de vide d'air technique entre
entre une paroi et un matériau, par exemple, peut être traité de manière différente. Donc derrière, les coûts sur les réseaux peuvent aussi évoluer. Donc c'est un global. Voilà. Mais sur votre question même sur le financement, aujourd'hui, le CIDELA n'apporte pas de financement à l'investissement. Alors, une dernière question, parce qu'il reste très très peu de temps. Donc, Monsieur Alanik de Pornic. Dernière question. De Pornichet. Pornichet, pardon. Ça sonnait bien, Pornic. Désolé. Effectivement. L'aide de l'ADEME, c'est que pour les études de faisabilité pour les panneaux solaires, pas pour les études de structure ou autres après? Non. On n'a pas d'aide spécifique pour les études de faisabilité concernant le photovoltaïque, puisque généralement ce sont soit soit ces installations bénéficient de tarifs de rachat, donc elles sont déjà plus ou moins subventionnées. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne en tout cas le photovoltaïque, il n'y en a pas. Par contre, on en a qui sont dédiés à tout ce qui est production de chaleur, notamment solaire thermique, chaufferie, bois, réseau de chaleur et géothermie, et qui sont généralement soutenus de 70 à 80%. Ok, merci. Voilà, je vous propose de passer à la synthèse de ce webinaire avant de se quitter. Et je laisse donc la parole à Étienne Flambeau, qui est responsable ingénierie service à la transition énergétique au CIDELA. Merci Agnès. Donc oui, quelques points de synthèse, ou enfin quelques points que j'ai ressortis de cet exposé. D'une part, de l'importance de réfléchir son projet global. Effectivement, lorsque vous projetez de construire un bâtiment, il est question de confort des usagers. L'importance aussi du volet économique, comme l'a rappelé Julien tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'un coût global de 100 € par an et puis de 14 € qui étaient affectés à l'exploitation et au fonctionnement, et que finalement, au bout de 7 ans, on avait des coûts d'investissement et de fonctionnement qui étaient à peu près équivalents. Donc, il y a un enjeu très fort aussi à se poser sur, au-delà de l'investissement, mais aussi que va coûter le bâtiment durant sa durée de vie. Et puis, bien entendu, aussi son volet environnemental et son impact, puisque, comme on l'a vu, on a un certain nombre d'enjeux législatifs et réglementaires dans lesquels il faudra qu'on puisse s'inscrire et atteindre ces objectifs. La question de la maîtrise de l'énergie aussi, elle s'intéresse également à, comme on l'avait évoqué, à un cadre législatif. Aujourd'hui, le législateur a fixé un certain nombre de caps et d'objectifs à atteindre pour les collectivités, notamment via le décret tertiaire, comme on l'a évoqué, et puis la fin des chaufferies fuel. Et puis, parallèlement, via les PCAET, puisque on connaît aussi les objectifs et les feuilles de route qui ont été mises en place dans chacun de nos territoires en Loire-Atlantique. Et on a des objectifs très importants de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il relève aussi un enjeu très important de pouvoir atteindre au sein des territoires ces objectifs. L'autre point que j'ai pu noter, c'est la question de la conception. On parlait tout à l'heure de savoir bien définir un projet global, mais il s'agit aussi de pouvoir bien penser aussi à la phase de conception, effectivement pouvoir associer les compétences nécessaires pour un bon dimensionnement du projet, pour la prise en compte aussi de ses futurs usages nous paraît essentiel, comme on l'a vu avec notamment l'exemple du dortoir pour l'école maternelle qui n'avait malheureusement pas d'aération ou de fenêtres, et qui bien entendu n'était pas adapté à l'usage du lieu. Deux autres éléments, dont un particulièrement important, la question de la rénovation globale. Comme on l'a évoqué, si on veut atteindre à la fois la performance énergétique et parallèlement optimiser aussi les investissements d'un point de vue économique, il est nécessaire de plutôt raisonner en termes de rénovation globale et éviter demain d'y retourner. Et puis l'associer également à une stratégie patrimoniale. C'est vrai que généralement les communes ont un parc de bâtiments conséquent, et il est important de pouvoir, je dirais, planifier et mesurer les efforts qui sont à atteindre en se penchant, en ayant une stratégie aussi spécifique pour chaque bâtiment. Je terminerai aussi sur les différents accompagnements du CIDELA.
Bon, de façon très brève, hein, mais on a bien montré en tout cas qu'on souhaitait mettre en place un accompagnement à différents niveaux. Le premier niveau, finalement, via la mise à disposition de notre outil de suivi SIDEConso aux agents qui sont également formés, parce que je vous rappelle que 80 agents ont été formés jusqu'à maintenant à l'utilisation de cet outil. Donc finalement, l'idée, c'est aussi de fournir un certain nombre d'outils aux agents des collectivités pour qu'ils puissent se saisir de ces questions-là. Le deuxième niveau, c'est nos conseillers en énergie partagée. C'est également des ingénieurs ou techniciens, thermiciens, spécialistes en énergie, et qui sont à disposition aussi de vos communes pour vous accompagner sur l'ensemble de ces projets et dans une dimension très opérationnelle ou d'optimisation de vos consommations. Et puis le dernier finalement domaine d'action qu'on peut définir, c'est à une échelle plus importante, à l'échelle EPCI, via le programme ACTE, où là on construit des stratégies, des feuilles de route pour un mandat, pour définir les priorités et puis pour définir parallèlement les programmes financiers et de soutien opérationnel qui seront adaptés aussi au projet du territoire qui sera convenu entre les communes et les intercommunalités. Voilà. Et puis, si demain on doit se donner aussi de nouvelles perspectives, effectivement, les élus aujourd'hui du CIDELA et les équipes techniques travaillent sur finalement comment aussi mieux accompagner ces projets de travaux, comment aussi mieux accompagner l'exploitation des bâtiments qui sont également des enjeux de demain concernant la maîtrise de l'énergie. Voilà, je terminerai mes propos pour remercier l'ensemble des participants et l'interaction qu'on a eue lors de ces échanges grâce à leurs différentes questions. Et puis également fortement remercier l'ensemble de l'équipe maîtrise de l'énergie qui s'est mobilisée dans des délais contraints, mais qui, je l'espère pour vous, en tout cas pour moi, j'en suis assez convaincu, on proposait une présentation claire et de qualité. Donc merci à eux et à toute l'équipe voilà, du CIDELA sur le sujet. Et je vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit finalement. Voilà. Merci, on finit quasi à l'heure. Merci pour votre participation. Je vous annonce donc les 3 prochains webinaires organisés par le CIDELA le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque, le 19 mars sur la mobilité durable et le 26 mars, ce sera sur la méthanisation et les réseaux de gaz, donc la production aussi de chaleur renouvelable. Bien, vous avez toutes les informations, donc je vous souhaite effectivement un bon appétit. Merci. À bientôt.